Je l'ai pas vu, fallait aller. Bonjour Nathalie Léger. Alors, bienvenue dans notre ville de Bondy. Comment s'est passée cette soirée rencontre Est-ce qu'il y a eu une bonne osmose avec le public? Une osmose absolue. C'était un moment merveilleux, c'était très agréable, beaucoup de monde, et puis surtout, c'est une librairie qui a su créer un cercle d'amitié et de parole. C'est rare, je trouve, dans une librairie, que chacun puisse prendre très librement, au milieu de la conversation, la parole, pour poser ses questions, pour avoir des éclaircissements, pour connaître des détails. Et donc, c'était très chaleureux. D'accord. Et est-ce que vous pourrez nous présenter, pour ceux qui nous regardent, dire ce que vous faites actuellement aujourd'hui? Je m'appelle Nathalie Léger et je suis là ici à la librairie des Deux Georges parce que mon dernier livre, La robe blanche, a intéressé les libraires et donc elles avaient envie qu'on en parle. D'accord. Et vous êtes toujours directrice adjointe de l'IMEC? Alors, j'ai monté en grade depuis vos informations, parce que je suis directrice générale maintenant. Directrice générale. Ça veut dire qu'en effet, en même temps que j'écris, j'essaie un peu de travailler pour diriger cette belle maison qui est donc l'IMEC, l'Institut Mémoire d'édition contemporaine, que je dirige maintenant. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être travailler là-bas? Alors, je dis que ça me laisse un petit peu de temps, mais à vrai dire, c'est un travail qui m'engage totalement. C'est plus qu'un travail pour moi. C'est une très grande expérience d'amitié, de projet. C'est un endroit assez rare, exceptionnel, et c'est un projet très singulier. Donc, je suis très investie, bien sûr. J'ai peu de temps pour écrire. Moins de temps pour écrire en tout cas que je n'en rêverais, mais j'aime beaucoup l'articulation entre les deux, mon métier et l'écriture. Sachant que vous êtes aussi pluridisciplinaire, étant donné que vous avez dirigé différentes commissions d'exposition, notamment la dernière en date, si je me rappelle bien, c'était avec Samuel Beckett. Oui. Vous avez fait aussi une sur Roland Barthes. Oui. Voilà. Donc l'art pictural a forcément une grande importance pour vous. Alors comment vous êtes tombé dedans et est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire davantage? Ouais. En fait, d'abord c'est comme dans toutes les vies, c'est une série de hasards, de rencontres heureuses et puis de travail. J'ai l'impression de passer ma vie à travailler et j'ai la chance que à la fois ce que j'aime et ce que je dois faire se conjoignent en beaucoup de points. Donc oui, je crois que j'ai quand même eu beaucoup de chance, mais aussi que j'ai su alimenter cette chance-là. Ce sont des expériences très diverses, vous l'avez dit. Diriger une institution, ça veut dire devoir s'occuper de tout. On y fait des expositions, on y fait de l'édition, on accueille des chercheurs, on y fait des résidences d'écriture, et puis surtout on gère une grande collection d'archives. Donc ce sont beaucoup de tâches, beaucoup d'échanges, une construction de projets assez complexe. Et c'est intéressant, c'est prenant, c'est intéressant. Et puis les expositions, mais c'est une manière de toujours continuer à parler de littérature, mais autrement, sous la forme d'une expérience. C'est ça qu'on propose aux visiteurs. Mais dans quel domaine vous trouvez que la médiation culturelle est beaucoup plus forte? Est-ce que c'est lorsque vous écrivez ou lorsque vous faites... Mais pour moi, la notion de médiation culturelle, c'est un terme technique et que j'applique plutôt à mon métier. C'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire connaître, de partager, de permettre à des publics qui pourraient être un peu intimidés par la littérature, qui pourraient se sentir un peu éloignés de l'idée d'archives. L'institution que je dirige, elle s'occupe d'archives littéraires, donc. Et donc toute notre réflexion, à moi, mais à toute l'équipe qui travaille à l'IMEC, c'est de réfléchir justement aux moyens par lesquels on peut permettre à quelqu'un d'avoir ce qui, moi, m'est arrivé à l'adolescence, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'éblouissement, d'avoir
une rencontre, avoir une émotion à travers les livres, à travers le texte. Alors ça, c'est une chose. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ça a pour nom la médiation culturelle. Mais c'est organiser des émotions. Écrire, c'est quelque chose de très secret, de très personnel. Et quand j'écris, je me soucie de beaucoup de choses. La phrase, le récit, le sujet. Mais alors pas du tout de savoir, pas du tout de médiation culturelle. Je dirais même que ce serait un peu de la folie si les écrivains s'occupaient de médiation culturelle. Pourquoi? Parce que je pense que écrire, c'est comme peindre, c'est comme faire des performances, c'est une œuvre d'art. Et donc, pour qu'une œuvre d'art soit transmise, il faut s'attacher déjà à la construire, à l'élaborer, à la bâtir. Ça peut être un geste, ça peut être un texte. En tout cas, il faut qu'il existe, il faut qu'il ait de la force, il faut qu'il tienne tout seul. Et puis après, et ça relève aussi du rôle de l'artiste, il faut faire en sorte que cette émotion-là, elle vienne toucher. Mais elle viendra toucher par des moyens qu'on ne connaît pas. Alors là, en l'occurrence, moi j'écris des livres. Un livre, c'est caché sous une couverture et dans une librairie. Donc c'est plutôt le travail du libraire de faire c'est au libraire de faire de la médiation culturelle. Mais à moi, c'est difficile à expliquer, justement parce que ça se raconte pas facilement. Parce que tout ce qui est important ne se raconte pas facilement. Et donc, ce que j'essaie de faire dans l'écriture, c'est de tisser un espace de vérité. Mais c'est pas une vérité universelle, c'est ma vérité. Et de le faire par des moyens qui sont ceux d'une forme de... Les mots peuvent être énormes, mais pourtant c'est bien ça dont il s'agit. Une sorte de beauté. Mais je ne sais pas par quoi ça passe, la beauté. Mais je sais que c'est quand même ça qui est en jeu dans ce que j'essaie de faire à travers les mots. Une beauté, donc ça peut être complètement abracadabrant ou au contraire très 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 simple. Ça peut être incongru ou au contraire très connu. Essayer de partager à travers une phrase, à travers un texte, cette énigme-là, cette chose. On ne sait pas ce que c'est, mais soudainement, on aime et on découvre quelque chose. Jean-Paul Sartre, lui, dans son texte Pourquoi la littérature est engagée, parle de révélation. Déjà, il fait une distinction entre les différents types d'art et la littérature, en disant en quelque sorte en quoi il est à part et en quoi, justement, la grande différence, c'est que ce n'est pas un matériau. Et est-ce que c'est un peu ça que vous essayez de m'expliquer, en quelque sorte? Alors, j'ai moins Sartre en tête que vous ne l'avez. Il dit que c'est pas un matériau. Non. Pour moi, c'est un matériau. Écrire est une matière. On est dans la matière des mots et on doit les agencer. Et ça, c'est ça le plaisir c'est comme une chorégraphie, c'est comme l'espace d'un tableau. Ça se construit, ça se monte, ça se démonte. Il faut créer des accents, des continuités, des ruptures. Il faut avoir le sens d'un début, d'une fin, d'un rythme. Donc oui, c'est un matériau. C'est comme la terre glaise pour le sculpteur, ce que je disais tout à l'heure, ici même. Il n'y a rien, et puis on construit un objet. Donc pour moi, c'est d'abord une matière. D'accord. Et par rapport à votre livre, La robe blanche, en fait, il y a deux histoires en fait qui s'entrecroisent. Vous parlez, même si je pense que ça a des relents autobiographiques, d'une femme avec sa mère. Justement, c'est la mère qui a subi des violences qui ne sont pas forcément physiques, mais la violence du divorce. Et aussi, vous parlez de cette femme, Pipa Baka, qui est partie justement de Milan pour ensuite traverser l'Europe en robe de mariée, en faisant de l'autostop. Et moi, je voulais savoir comment vous est venue déjà l'idée d'écrire sur Pipa Baka et sur cette femme-là. Alors, je voulais parler de cette injustice qui avait été faite à ma mère. Et pour ça, il fallait construire une forme qui ne parle pas directement de ça. Ce qui m'intéresse, c'est les jeux d'écho, d'association, de déplacement. Et puis il se trouve que j'ai été, comme je le disais tout à l'heure aux lecteurs, aux lectrices qui étaient là, il se trouve que dans un jury,
dans une école d'art, de cinéma, j'ai vu le travail d'un étudiant qui avait entendu parler de ce fait divers, hein, c'est un fait divers, et qui avait réalisé un documentaire là-dessus. Et je me suis dit tout de suite, ça c'est vraiment un sujet pour moi. Enfin, c'est une femme artiste qui vient faire résonner des questions qui nous intéressent tous. Hein. L'engagement pour faire le bien, enfin en tout cas une certaine idée du bien, l'envie d'un geste généreux, mais un geste qui ne trouve pas sa concrétisation. Et même, là en l'occurrence, qui touche au tragique. Hein. Mais en même temps, son idée initiale, elle est là, elle veut faire le bien. Donc toutes ces questions-là m'intéressaient, mais c'était difficile de rentrer dedans et de les faire miennes, de les comme on dit, de me les approprier. Encore que non, c'est pas la question. De prendre soin d'y rester étrangère, mais de construire une forme à travers ça. D'accord. Et la forme de votre récit, elle aussi est particulière dans le sens où on a des histoires entrechoisées. C'est-à-dire que d'un paragraphe à un autre, on change d'histoire. Et pourquoi avoir privilégié cette forme de récit? Oui, parce que le monde est fait comme ça. Alors, vous dites d'un paragraphe à l'autre, on change d'histoire. En fait, deux histoires viennent faire écho. Et je mêle aussi, bien sûr, le destin de certaines femmes qui ont voulu, par leur geste artistique, ébranler un peu l'espace social. Hein. C'est le rôle notamment de la performance, finalement. Par un surgissement dans l'espace public, parfois transgresser une question, provoquer, interroger et permettre un déplacement de cette question-là. Et je n'aime pas l'idée que on doive traiter un seul sujet de A à Z. J'aime bien, dans la construction narrative, faire bouger un petit peu les choses. Comme écrivain, c'est une source de plaisir, plutôt que d'être sur le récit univoque d'une histoire, d'une seule histoire. Voilà. C'est un goût pour le montage, un goût pour la rupture, pour le fragment. Et c'est pour ça que j'aime faire teinter entre elles des histoires, au moins deux histoires. En l'occurrence, celle de ma mère et celle de cette artiste italienne qui s'était lancée sur les routes en robe de mariée pour sauver le monde. Toute cette performance, ça se résume un peu à ces fameux tableaux que vous présentez dès les premières pages de votre roman, la fameuse l'assassinat de l'Adam. La tapisserie, voilà, de la chasse. Oui. Voilà, où en le regardant, j'ai découvert, grâce à vous et au travers de vous, et donc lorsque je l'ai regardé, on voit qu'il y a différents moments justement peints dans ce livre. Et c'est ce que vous essayez de reproduire en quelque sorte. C'est très lié. Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est comme une sorte d'emblème du récit. C'est cette fresque, en l'occurrence, qui a été interprétée aussi sous forme de tapisserie, etc. Mais en tout cas, cette fresque de Botticelli, ce panneau peint, et il y en a plusieurs, ça raconte une histoire qui vient des Camerons. L'histoire d'une chasse à la femme, finalement. D'une femme chassée par un homme qui la tue. Et le tableau montre comment ce meurtre est toujours recommencé, perpétuellement recommencé. À peine, et ça c'est décrit dans des Camerons aussi, à peine l'homme a-t-il tué la femme, qu'à nouveau la course repart avec le nouvel assassinat de la dame. C'est le titre de ce panneau peint. Ça me fait plaisir que vous ayez découvert cette toile de Botticelli. Elle est moins connue que d'autres et elle me sert de point d'appui pour lancer la double histoire. Et en revenant un peu sur le personnage de Wanda, sur le livre Les suppléments de la vie de Barbara Loden, sur le choix de ces femmes que vous prenez, Pepa et Wanda, ce sont des femmes qui sont moi je décris ça comme ça, qui sont en mouvement, dans le sens où réellement elles abandonnent véritablement, elles partent d'un point A, comme une sorte de parcours abrahamique, où elles partent d'un point A pour partir d'un point B en quittant tout. Et ces femmes-là, au travers de votre œuvre, est-ce que vous essayez justement de pouvoir leur
donner plus d'ampleur à leur action et aussi, en quelque sorte, de manière posthume, excusez-moi du terme, de les canoniser. En tout cas, leur rendre hommage, sans doute, oui. Saluer. Je trouve que c'est bien que l'écriture ou la mise en scène, ça peut être ça. Un metteur en scène, dans sa distribution, choisit tel acteur, telle actrice. Et au fond, c'est aussi une manière de rendre hommage pas seulement au personnage, mais aussi au genre réel, au corps réel, à travers l'acteur, par exemple. Je prends cette comparaison. Moi, ce serait un petit peu ça avec ces femmes que vous citez et qui ont existé. Barbara Loden, elle a vécu. Elle a été heureuse, elle a souffert, elle a pleuré, elle a fait comme vous et moi. Elle était grande et petite en même temps. Barbara Loden est une actrice. Barbara Loden est donc une actrice qui, à un moment, veut mettre sa vie en scène et qui choisit ce personnage de Wanda, dont vous parliez. Wanda, en anglais, vous avez raison. Wanda, et en France on dit Vanda. Et donc, rendre hommage à Barbara Loden, oui, absolument. Et là, rendre hommage à cette femme, cette jeune artiste italienne, qui est morte au cours de son œuvre, de sa performance en robe de mariée. Et rendre hommage à l'intention de son geste, à ce qu'elle a voulu faire. Il y a un passage qui m'a particulièrement ému, qui m'a particulièrement intéressé. C'est le passage à un moment où vous parlez de l'Europe, où vous faites une sorte de cartographie, où vous mettez en perspective et on avance petit à petit, où vous décrivez un peu ce qu'on peut voir. Oui. Et je me suis dit que c'était assez intéressant, dans le sens où, je peux mettre la comparaison, on s'approche des élections européennes, en quelque sorte. Et au final, lorsqu'on approche de plus en plus d'Europe, on voit de plus en plus de noirceur. Est-ce qu'on peut percevoir aussi parfois l'Europe, ou on peut comprendre que certaines personnes comme ça, comme quelque chose un peu, quand on voit de près, un peu dysfonctionnel, un peu. Comme un espace de tension. Ouais. Alors, c'était pas du tout mon propos. Moi, je suis une fervente européenne. En revanche, la grande idée européenne, la force de son incarnation à travers des institutions, ça n'empêche pas la violence. Il n'y a pas de terre politisée qui empêche l'humain de sombrer dans la violence. Et raison de plus pour continuer l'effort, au contraire, je dirais, de civilisation. Et je crois que c'est ce que Pipa Bacca, avec ses moyens maladroits, avec sa tentative gauche, c'est ce qu'elle a voulu faire. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de traverser une petite partie de l'Europe. Et il n'y avait pas la question de l'Europe d'ailleurs dans son projet, puisqu'elle voulait aller jusqu'à Jérusalem. Mais en tout cas, il y avait l'idée d'un périple où il s'agissait, à travers de nombreux pays en guerre, et notamment les Balkans, de porter de réparer, disait-elle, le mal qui avait été fait, les maux de la guerre, les désastres de la guerre, dirait Goya, quand il peint les siens, je dirais, ceux de son temps. Et c'est ce qu'elle a voulu faire. Et je crois que quel que soit l'espace politique, c'est ce que chacun doit tenter de faire, avec des moyens qu'on espère peut-être plus efficaces, sans doute plus pragmatiques aussi. C'est ça une grande politique publique. C'est de faire en sorte que une certaine idée, et ça prend le nom de démocratie, l'emporte contre l'esprit de la guerre. Et justement, par rapport à la violence, j'apprécie la manière dont vous présentez, dont vous parlez au travers de ce personnage féminin, qui est le personnage principal, de la violence. Et comment on se venge de la violence. Et elle se venge avec, et surtout lorsque la mère lui demande de la venger, c'est avec des mots. Est-ce que on peut se venger réellement avec des mots? Alors, et répondre à des mots, Emma Willis. Moi, ce que les mots m'ont permis, MOTS, ce qu'ils m'ont permis, c'est justement le livre parle de ça, c'est de montrer que il faut parvenir à transformer la question de la vengeance
c'est ce que fait la narratrice. Elle part de la vengeance. Elle arrive jusqu'à l'idée qu'elle va rendre justice. C'est déjà un pas, c'est très différent. Mais elle avance encore. Et à la fin, son enjeu, c'est de dire le juste. Donc, à travers ces 3 étapes, elle a par les mots, elle a transformé une question qui me paraît tout à fait majeure. Il ne s'agit pas de se venger. Il ne s'agit peut-être même pas, sur ces questions que j'évoque, de rendre justice. Pour ça, il y a la justice, justement. Mais en tout cas, soi-même, rendre justice, non. Il s'agit sans doute, en chaque occasion, de tenter, d'essayer de dire le juste.